Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dossier. On va aujourd'hui voir quels sont les ingrédients et pourquoi je pense que le bull run qui nous attend peut être le plus gros bull run de l'histoire. On va voir qu'il y a pas mal d'étoiles en fait qui sont alignées pour que ça puisse se passer. Et on va voir un peu en détail, ça va être une vidéo assez longue, assez explicative. Voilà, on va apprendre des choses, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Il se passe pas grand-chose pour l'instant dans les cryptos. Donc on va essayer de voir voilà, ce qui va nous attendre pendant 6 mois, un an et demi, et pourquoi ça peut être absolument mémorable. Et en tout cas, moi, c'est mon opinion, mais je pense que si ça se déroule comme je pense que ça va se dérouler, ça peut être une opportunité générationnelle, donc une opportunité qui va ne se passer qu'une fois dans notre vie, quoi. C'est clairement possible, et on va voir pourquoi. Euh, donc on va commencer. Alors j'ai vu, euh, étonnamment, qu'il y avait pas mal de débutants qui étaient présents sur ma chaîne. Vu que je suis au tout début et que je suis tout petit, on va dire, je pensais que c'était plus des gens qui étaient habitués à regarder du contenu crypto qui allait venir sur la chaîne. Donc il y en a évidemment, et c'est aussi la majorité, mais il y a aussi des débutants qui commencent la crypto, voilà, qui sont introduits à l'écosystème en partie via ma chaîne. Donc je vais refaire toutes les bases pour ces gens-là, avec grand plaisir, hein. Et si vous êtes déjà confirmé ou si vous avez déjà des années d'expérience dans la crypto, je vous invite à passer directement au prochain chapitre. Je vais vous mettre des chapitres comme dans la barre YouTube pour que vous puissiez passer directement après l'introduction. Euh, donc on va commencer directement par bien préciser et par bien voilà, redéfinir c'est quoi un bull run en fait. Parce que c'est un mot qu'on entend énormément, évidemment. C'est un des piliers de l'écosystème des cryptos. On l'emploie très souvent. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc petit 1, hop, c'est quoi un bull run? Il faut savoir que le marché des cryptos, c'est un marché qui est cyclique, comme dans tout, hein. Tout est cyclique, et surtout les marchés financiers. C'est pareil pour le marché des actions, hein. Les termes bull market et bear market viennent des marchés des actions. Pourquoi on dit bull market et bear market? Pour ceux qui ne savent pas, le bull, donc c'est un taureau, met un coup de bas en haut. Son coup de corne, il est de bas en haut. Donc lorsqu'on dit bull market, on parle d'un marché qui est haussier, en tendance haussière, parce que le taureau va pousser les cours vers le haut. Ok. À l'inverse, lorsqu'on parle de bear market, qu'on dit aussi dans la finance traditionnelle, un coup d'un bear, c'est un ours, son coup de patte, il va de en haut vers le bas, et donc il va pousser le cours vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on parle de bull et de bear market. Ok, et en plus il hiberne, etc. Il fait froid, c'est une période qui est mauvaise, clairement. Donc la cyclicité pardon, dans le marché des cryptos, c'est en fonction de quoi? C'est tous les 4 ans, et en gros, les grosses lignes, c'est qu'on a 2 ans de hausse, même si c'est pas vraiment le cas, et 2 ans de baisse. Voilà. En gros, on a 2 ans de tendance haussière et 2 ans de tendance baissière. Après, dans un bear market, par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle la période d'accumulation, qu'on a juste ici, hein, où il se passe absolument rien, et voilà, tout le monde est en déprime, et voilà, le marché ne se passe rien. Mais en gros, l'idée, hop, c'est que ici c'est un bull market, et ici c'est un bear market, et pareil, un an d'accumulation, et là on repart en bull market comme on est actuellement, on est dans une petite hausse, mais il n'y a pas encore d'euphorie, etc. Donc, on a une cyclicité de 4 ans sur le marché des cryptos. À cause de quoi? Tout simplement à cause du halving. Qu'est-ce que le halving? Ça, je pense que une plus grosse majorité des gens le savent. C'est le fait, c'est dans le code du Bitcoin, tous les 210 000 blocs, on a, là, faut me suivre, on a une réduction par 2 de l'augmentation de l'offre. Donc la récompense de chaque bloc est divisée par 2. Récompense est divisée par 2, et du coup l'offre continue d'augmenter, mais elle augmente 2 fois moins vite. Donc à demande constante, le prix est tiré vers le haut. Donc c'est ça le halving. Le prochain halving, pour nous, il est attendu dans 100 jours. Je pensais qu'on avait déjà passé la barre des 100, mais bon, apparemment non. Donc il est attendu dans 100 jours, le prochain halving. Et historiquement, à chaque fois que c'est arrivé, on a connu des énormes bull runs et des énormes périodes de hausse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la cyclicité. Le halving fait que l'offre augmente 2 fois moins vite sur le Bitcoin, donc ça prend en valeur, le prix augmente, et ensuite la psychologie humaine fait que tout le monde se rue vers ce qui brille le plus, donc le Bitcoin pendant cette période de 2 ans, et tout monte de manière parabolique. Ici, je vous ai mis le graphique du Bitcoin depuis ses tout débuts, même si ça, on voit que c'est tout petit comparé aux hausses qu'on a connues après. Ici, c'était déjà un fois, je sais pas combien, on va dire un fois 30. C'est déjà un bull run ici, hein. Donc là, c'est tout petit, mais c'était déjà un bull run. Ici, on a eu la période notre bear market. Deuxième bull run, ici en 2017, ok, où vous voyez ici vraiment il y a 3 bougies mensuelles, on est en mensuel là, il y a 3-4 bougies mensuelles où c'est vraiment parabolique et ça ne fait que monter. Ensuite, encore une fois, on a eu le bear market, où pendant le bear market, on a la première phase où on fait que chuter, ensuite on a une période où il ne se passe absolument rien, période d'accumulation on va dire, et ensuite
Là, c'était notre dernier bull run en 2021, où vous voyez les bougies mensuelles, à quel point elles font peur. C'est vraiment parabolique, on n'a même pas de respiration, et tout monte extrêmement, de manière extrêmement puissante. Bon, bien market, nous période d'accumulation encore. Là, ça nous semble gros, mais lorsqu'on regardera plus tard avec des graphiques qui iront très haut, ici, ça nous semblera bien aplati. Ok. Donc ça, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Théoriquement, ça se passe comme ça. Parce que ça, c'est un graphique qui est très connu, qui représente la psychologie humaine dans les marchés financiers. Partout. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je pense que un an dans la crypto, c'est équivaut à 10 ans en bourse, en termes de rendement, en termes de beaucoup plus intense, il se passe beaucoup plus de choses. Un an de bear market, ça équivaut à 5 ans de bear market en bourse, etc. Donc ça, c'est la psychologie dans tous les marchés financiers, et particulièrement vrai en crypto, hein. Si je vous les ai mises pas très loin, mais vous voyez, ici on est monté, ça correspond à la zone ici. Ensuite, on a connu le bear market, et ensuite, ça suit concrètement, vraiment cette charte-là. Et là, on est en train de remonter, et bah, ça correspond à un peu disbelief. Bon, après, ça dépend de chacun, hein. Certains pensent qu'on est en optimisme, certains pensent qu'on a disbelief. Moi, je pense qu'on est vers le haut, hein, au début du bull market. Pardon. Donc, et pourquoi est-ce qu'on arrive à prévoir aussi bien les marchés financiers? Pourquoi est-ce qu'il y a un graphique qui prédit aussi bien? Si c'est aussi simple, tout le monde y arriverait. En fait, c'est simplement la psychologie humaine qui ne change jamais. Le seul domaine où on n'est pas meilleur que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est l'investissement, parce qu'on est aussi greedy qu'eux, on va faire les mêmes erreurs qu'eux, etc., etc. Donc la psychologie humaine dans les marchés financiers ne s'améliore pas, et c'est pour ça qu'on arrive, entre guillemets, à prédire, mais à retrouver tout le temps les mêmes patterns. Donc, c'est ça un bull market. On a dit le halving, ok, tous les 210 000 blocs, ok, on sait que c'est dans 100 jours, et on sait ce que se fait le halving. Maintenant, la description d'un bull market, c'est l'euphorie vraiment générale. Tout le monde dit on va to the moon, tout le monde pense, c'est normal, c'est des biais cognitifs en fait, qui vont faire penser à tout le monde que les cours ne vont jamais s'arrêter de monter. Voilà, tout le monde est vraiment euphorique, et c'est ce qu'on appelle tout simplement une bulle spéculative. On connaît dans les marchés traditionnels avec la bulle la bulle du dot-com dans les années 2000 et la bulle de 2008. Donc on a eu les années 2000 où c'était une énorme bulle spéculative, et les années 2008 avec la crise des subprimes et la bulle de l'immobilier aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui caractérise un bull run? C'est ce qu'il faut absolument en fait, c'est des nouveaux entrants. Il n'y a que ça qui va attirer les prix à la hausse, parce qu'il faut de l'inflow. Il faut de la liquidité qui arrive sur le marché pour que les prix montent. Donc il faut des nouveaux entrants, et encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir, mais je peux vous dire qu'il y a d'énormes chances, on parle de 99 machin, qu'il y aura des nouveaux entrants, parce qu'encore une fois, c'est la psychologie humaine qui se retrouve dans les marchés financiers. Lorsque le Bitcoin, ça a déjà commencé, mais lorsque le Bitcoin prend de la valeur, en fait, tout le monde, c'est un objet shiny, tu vois, c'est l'objet qui brille, et tout le monde va vouloir un morceau du gâteau, et tout le monde va rentrer. Moi, je vais en parler à un pote, qui va en parler à un pote, et au fur et à mesure du temps, les gens qui vont rentrer vont être de moins en moins qualifiés. Jusqu'au moment où on arrive au top du marché, et que là, ça pète, et que la smart money décide de partir. Bon, en gros, voilà. Il y a des nouveaux entrants. Ok. Ensuite, dans un bull run, tout monte, généralement. Plus de une crypto sur deux meurt pendant le bear market, mais celles qui ont survécu, pendant le bull run, ça va monter. Voilà, ça montera. Après, il y en a qui feront x10, d'autres qui feront x3, mais de manière générale, tout monte. Tout est une question de hype. C'est une bulle, voilà, c'est l'euphorie du marché. Bulle spéculative, on l'a déjà dit. Et aussi, pourquoi est-ce que nous, simples humains que nous sommes, on ne sommes pas des investisseurs professionnels, etc. Pourquoi est-ce que nous, on peut se faire de l'argent sur le marché des cryptos? Et pourquoi est-ce qu'on pense être plus malin que tout le monde, et qu'on pense qu'on va superfarmer tout le monde? Parce que l'objectif, c'est qu'on fasse x10, on va lire x10. C'est un effet de levier de dingue, hein. C'est un effet de levier. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est pour ça que je pense que ça peut n'arriver qu'une seule fois dans notre vie. En France, on a la chance d'être familier avec ce phénomène, l'effet de levier, grâce aux banques et grâce aux prêts bancaires qu'on peut faire avec l'immobilier. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et moi, je pense que ces 2 prochaines années, ça peut vraiment être un effet de levier dans nos vies, dans nos finances personnelles, qui vont avoir un impact dans toute notre vie, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on peut profiter de ça? Simplement parce que le marché des cryptos, c'est un marché on appelle ça un marché qui est non efficient. Le marché des actions, ah, ça m'embête ça. Le marché des actions, je vais le mettre comme ça, est le plus proche de ce qu'on appelle un marché qui est efficient. Ça veut dire quoi? C'est un E ou c'est un A? Ça veut dire que par exemple Apple, tout le monde connaît Apple. Ok? Apple, tout le monde connaît Apple, et donc ça veut dire tout le monde connaît Apple, et donc tous ceux qui
veulent investir sur Apple l'ont fait. Donc le prix de l'action Apple est à sa juste valeur, ok? Elle est à la vraie valeur à laquelle le marché la price. En revanche, le Bitcoin, tout le monde ne connaît pas Bitcoin. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, tout le monde ne connaît pas sa fonction, tout le monde ne connaît pas le halving et le bull run. Donc l'information n'est pas partagée par tous les participants de ce marché financier, ce qui fait que là, dans, dans le monde, il y a beaucoup de monde qui aimerait bien investir sur Bitcoin, à qui ça parle, voilà, qui serait ouvert à investir sur Bitcoin, mais ils n'ont simplement pas l'information que Bitcoin existe ou qu'ils peuvent acheter du Bitcoin, etc. Donc, pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que le prix du Bitcoin n'est pas à sa réelle juste valeur, au même titre que le prix de l'action Apple est à sa juste valeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'un marché des cryptos est plutôt non efficient? Ça veut dire que si on a plus d'informations que les autres, on peut, c'est un peu comme de l'inside trading par exemple, du délit d'initié, mais illégalement, plus d'informations est égal à des meilleures performances, ok? Meilleures perfs. Pourquoi? Parce que moi je vais me dire que aujourd'hui, moi j'ai l'information que le Bitcoin est ce qu'il est, que c'est révolutionnaire et que c'est bien, et je pense fortement que durant les 2 prochaines années, il va y avoir un afflux de nouvelles personnes qui vont découvrir Bitcoin, qui vont être fans de Bitcoin parce que c'est ce que c'est, et donc le prix du Bitcoin va être poussé à la hausse parce qu'il y aura plus de demandes suite à tout cet afflux de nouvelles personnes. Ok. Et c'est uniquement grâce à ça qu'on peut se performer. C'est uniquement en ayant des informations que les autres n'ont pas, que les autres acteurs n'ont pas, qu'on peut les superformer. Ok. Sinon, on n'a aucun edge, et c'est pas du hasard, c'est pas de la roulette. Pourquoi est-ce qu'on gagnerait plus d'argent qu'eux? Et en aucun cas c'est vrai, sauf dans le cas où on a plus d'informations que eux. Ce qui est le cas actuellement, en tout cas si vous me regardez, si vous vous renseignez, et je peux vous assurer que si vous me regardez ou si vous regardez n'importe quel vidéaste, vous avez déjà plus de connaissances que la personne moyenne qui rentrera en fin 2024, début 2025, c'est sûr. Un moment, moi c'est ce que je pense, c'est que ce bonheur, cette chance va s'arrêter. Évidemment, moi je pense que dans je ne sais pas combien de temps, le marché des cryptos deviendra comme le marché des actions, deviendra parfaitement efficient, et au lieu de connaître des bull runs et bien market, on va passer à la même dynamique que le marché des actions, et on va taper des 8% par an, ou peut-être un peu plus avec les marchés des cryptos, on va dire 12% par an. Ça, c'est le moment où tout le monde connaîtra le bull run, tout le monde connaîtra le halving, et en fait, tout le marché sera pricé par le monde entier. Est-ce que ça va arriver dans un cycle, 2 cycles ou 3 cycles? J'en sais rien. En tout cas, on est au milieu d'un cycle qui va arriver. Ça, ce n'est pas encore arrivé, et on verra le moment venu ce qu'on devra faire. Mais voilà, un jour ça va s'arrêter, et c'est pour ça que je disais que ça peut être un effet de levier, une chance qui n'arrive qu'une fois dans notre vie, quoi. Donc, c'est bien ce que je dis, la conclusion, c'est qu'il faut en savoir plus que les autres. Voilà pour une bonne définition, je pense. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations possible sur ce qu'est un bull run, pourquoi c'est dû, qu'est-ce qui se passe pendant un bull run. On a vu un peu toutes les choses les plus importantes. Donc maintenant, c'est maintenant que je retrouve ceux qui ont sauté le premier chapitre. Même si c'était intéressant, je pense que pas mal de monde a appris des choses, je l'espère en tout cas. On va directement aller dans le vif du sujet et voir les plus gros catalyseurs, selon moi, de ce prochain bull run. Pourquoi est-ce que les étoiles sont alignées pour faire de ce bull run là un des plus gros qui n'est jamais arrivé? Le premier, évidemment, il est indétrônable, c'est le halving. Le halving, donc on a bien vu ce que ça voulait dire. Simplement, historiquement, il a fait ses preuves. À chaque fois que le halving était passé, ah oui, parce qu'au début, je vous ai montré la charte, mais je vous ai pas dit pourquoi, hein. Là, le halving, il s'est passé ici. Là, le halving, il s'est passé ici. Et nous, on attend un halving qui arrive là. Donc, à chaque fois que c'est arrivé, c'est mathématique, en fait. Voilà, l'offre augmente 2 fois moins vite. Donc, à demande constante, le prix augmente. Et généralement, la demande n'est pas constante, la demande évolue aussi. Augmente aussi, pardon, s'apprécie. Donc, le halving, c'est le premier catalyseur. C'est historique, il a fait ses preuves. À chaque fois que c'est arrivé, ça a fonctionné. Donc je vois pas pourquoi est-ce que tout le monde dirait cette fois-ci ça va être différent. Non, ça ne sera pas différent. C'est mathématique, c'est l'offre et la demande. Lorsque halving il y aura, BTC augmentera. Je me prends pour Yoda. De manière générale, en tout cas sur les autres bull runs qu'on a connus, la vraie phase parabolique du bull market, voilà. Ce qu'on appelle le bull run, c'est vraiment cette phase parabolique où tout monte d'un coup. Ça a commencé 6 mois après le halving et ça durait entre 6 mois et 1 an. Donc, mais généralement, ça commence 6 mois après le halving. Après, il y a débat cette fois-ci. Est-ce que le bull run a été accéléré à cause des ETF? C'est possible. Je ne pense pas, encore une fois, pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois-ci que des autres, mais bon. Donc ça, c'est le premier gros catalyseur, évidemment, comme d'habitude. On va dire que rien que s'il y avait ça, on aurait eu un bull run déjà. Maintenant, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième plus gros catalyseur pour moi et pour beaucoup de monde, les ETF. Les ETF, donc tout le monde
a suivi les news, j'imagine, mais ça a un énorme impact moyen terme et long terme. Même si là, on est un peu dans le rouge, ça vient d'être accepté, on a l'impression que évidemment la Terre continue de tourner, que le monde n'a pas changé, oui, mais en réalité, c'est un énorme impact moyen-long terme. Je vous invite à aller regarder, si vous ne la connaissez pas, la charte de l'or, une fois que le TF a été accepté. Le cours de l'or est monté un petit peu, on va dire, un petit peu, et une fois que le TF a été accepté, c'était vraiment comme ça, en hausse parabolique, alors que c'était l'or, c'était même pas le Bitcoin. Donc clairement, pourquoi en fait ça a un énorme impact? Parce que ça va être simplement, ça a permis aux institutionnels d'acheter du Bitcoin. Parce que c'est comme j'ai mis ici, hein, mais ce sont les institutions qui ont de l'argent. Ce ne sont pas vous et moi, parce que nous, on a peut-être quelques milliers d'euros, même peut-être quelques centaines de milliers d'euros, même ceux qui ont des millions, c'est pas beaucoup d'argent. À la hauteur d'un marché financier, ceux qui ont de l'argent, ce sont les institutions. Et avant, l'institutionnel qui ne voulait acheter du Bitcoin, pourquoi pas, ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas ce produit des ETF qui était créé. Maintenant, il peut. Donc, en gros, la conséquence directe de ce genre de choses, ça va augmenter la demande. Parce qu'avant, la demande sur le marché des cryptos, il était fait par vous et moi, des particuliers, ok. Mais maintenant, cette demande, elle est faite par vous et moi, nous, on va dire nous, plus un tout nouvel acteur qui est plus gros que nous, alors que nous, on a l'habitude de celui-là, hein, un tout nouvel acteur qui va être les instituts. Tous ne vont pas investir sur le Bitcoin, mais ça, l'investisseur institutionnel moyen il pèse beaucoup plus d'argent que l'investisseur chez nous moyen, quoi. Donc ça va faire un influx, un inflow, ça va faire un inflow de liquidité, et comme je dis souvent, comme j'ai dit au début de vidéo, pour qu'un actif prenne de la valeur, il faut qu'il y ait une demande qui soit croissante, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans cet actif, surtout dans les marchés financiers. Et ça va être le cas pour moi, on le voit déjà, les ETF ont énormément de volume, ça présente énormément de demandes, et lorsque la psychologie humaine va faire que tout le monde va se ruer un peu, pour moi ça va être un peu comme la ruée vers l'or, mais ruée vers le Bitcoin, et bah, tout le monde va se jeter dessus, et c'est là où on va vraiment se faire porter par une énorme vague qui est le bull run. Donc demande qui va augmenter plus aussi, on a ça qui est assez important, c'est un peu le bordel, m'excuse, mais voilà, c'est la règle comptable. Donc c'est-à-dire que avant, les entreprises pouvaient, si elles étaient vraiment déterminées, acheter un peu de Bitcoin, mais dans leur livre comptable, dans leur comptabilité, elles devaient reporter que les pertes latentes du Bitcoin et pas les plus-values latentes. Donc en gros, c'était vraiment se tirer une balle dans le pied d'acheter du Bitcoin en tant qu'entreprise, et tu devais à chaque fois les revendre juste avant de faire ton bilan, sinon tu avais un trou dans tes comptes, et ce n'était vraiment pas pratique. Quelques mois avant l'acceptation de l'ETF Spot, il y a eu un changement de cette règle comptable grâce à MicroStrategy, le PDG de MicroStrategy qui s'est battu pour ça. Et par exemple, si une entreprise a acheté un Bitcoin à 100K et que le Bitcoin, au moment de faire les comptes, vaut 200K, et bah, elle pourra euh, mettre cette plus-value dans ses books. Donc ça, c'est vraiment aussi pour les institutions un très bon signe, manque de ETF, mais quand même. Et un jour, moi c'est ce que je pense, évidemment il faut essayer de prévoir le futur, mais c'est qu'un jour, dans tous les portefeuilles, il y aura du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est l'actif le plus performant de l'histoire. Depuis que ça a été créé, le Bitcoin est l'actif le plus performant de l'histoire, et même actuellement, de plus en plus de monde comprennent ce que c'est, même si tout le monde ne comprend pas ce que c'est dans 5, 6, 7 ans, les gestionnaires d'actifs verront que le BTC est supérieur à tout. Ok, le BTC va superfermer tous les actifs, encore ce bull run là, et encore dans celui d'après. Et donc forcément, les fonds de pension, les assurances vie, tous les produits structurés, en fait, tous les gestionnaires d'actifs, ils vont au moins mettre quelques pourcentages de leur actifs sous gestion en Bitcoin. Mais simplement parce que le voisin leur a fait, le voisin du voisin leur a fait, parce que petit à petit, en fait, ça va se gangréner, mais dans le bon sens du terme. Tout le monde va comprendre que Bitcoin est l'actif le plus performant au monde. Donc même celui qui ne comprend pas trop ce qu'il sait, qui est un peu contre, va quand même voir que tout le monde autour de lui le fait, il va le faire aussi. Et donc je pense qu'il y aura X% de tous les portefeuilles qui contiendront du BTC, un peu à la manière où actuellement on a un certain pourcentage de tous les portefeuilles dans le monde qui contiennent du S&P 500. Par exemple, je dis pas que ça va être la même pondération, quoi, mais au moins quelques pourcentages, je dirais en dessous de 5%, dans peut-être 10 ans, ça me semble pas du tout impossible. Donc, et la porte d'entrée à tout ça, c'est les ETF et la démocratisation du Bitcoin et des crypto-monnaies aux institutionnels va venir. Passons maintenant au troisième plus gros point, dans toute cette recette qui va faire notre bull run. Quel est l'autre facteur qui peut tirer tous les prix vers la hausse? C'est simplement le pivot de la Fed. Donc, pivot de la Fed, je pense aussi que
vous savez ce que c'est. En gros, bah, c'est forcément la Fed, donc voilà, Banque centrale américaine. En 2020, on a eu on a eu ce qu'on a eu. Je crois que je sais pas mal de le dire, donc je vais pas le mettre, hein, XXX. Et vous savez ce qu'on a eu. Je crois que pour l'algorithme YouTube, il faut pas le dire. Donc, c'était la crise mondiale et la Fed a imprimé une quantité astronomique d'argent. Ok, print. La Fed n'a fait qu'imprimer normal, hein, pour soutenir l'économie ou pour tous les gens qui ne travaillaient plus. Il fallait bien qu'ils se nourrissent et qu'ils reçoivent de l'argent un peu tous les mois. Donc forcément, il n'y avait plus d'activité. Et donc la Fed a imprimé des quantités astronomiques d'argent. Et quand je dis la Fed, c'est toutes les banques centrales dans le monde. Ce qui a fait, heureusement, ce qui a sauvé énormément de foyers et énormément de personnes, ok. Mais la conséquence de ça, ça a été que la valeur du dollar a chuté. Non, pardon, la quantité monétaire du dollar en circulation a augmenté. Donc, on va dire M, c'est la quantité de dollars qui est en circulation, a augmenté énormément, ce qui a engendré à la fin de cette période très compliquée, on va dire dès 2022 égale une inflation de dingue. On était autour des 7%, il me semble. Ça a augmenté extrêmement vite. Et le seul moyen concret de ralentir l'inflation, sachant que ralentir et contrôler l'inflation, c'est le rôle principal de la Fed. En réalité, eux, c'est pas leur problème qu'il y ait des gens dans la rue, des gens qui perdent leur travail. Leur plus gros problème, c'est maintenir l'inflation. L'objectif de l'inflation, je vais le mettre ici, hop, il est habituellement à 2%, mais actuellement il est passé, on va dire, entre 2 et 3%, tellement on revient de loin. Mais à la base, c'est 2%. Alors, simple parenthèse, on va dire, petite précision, pourquoi est-ce que l'inflation c'est si mal, et pourquoi on veut 2%? C'est une question que j'ai croisé pas mal de monde et qui se la pose. Et si l'inflation c'est si mal, pourquoi est-ce qu'on veut une inflation à 2%? Pourquoi est-ce que c'est notre target? Imaginons maintenant que vous avez 1 million, vous êtes quelqu'un de fortuné, tant mieux pour vous, vous avez 1 million, s'il n'y a pas d'inflation, si on a 0% d'inflation par an, donc au 1 million actuellement, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont toujours valoir 1 million, pardon. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ok. En vrai, la diminution ici, qu'on voit, je sais pas comment vous le faire, mais la diminution, ça va être une diminution dans le pouvoir d'achat. Par exemple, si vous avez 1 million aujourd'hui et que vous ne les touchez pas pendant 20 ans, actuellement, vous pouvez acheter peut-être, je sais pas comment dire, mais vas-y, 3 lambeaux, par exemple, et bah, si vous ne les touchez pas, dans 30 ans, vous ne pourrez plus acheter 3 lambeaux. Je pense qu'avec 1 million de dollars, vous pourrez acheter peut-être une Audi ou 2 Audi. Réellement, c'est de cet ordre-là. Le fait que votre argent se fait dilapider, que votre pouvoir d'achat se fait dilapider. Donc, pourquoi c'est ça? Parce qu'on a 2% d'inflation. Pour contrer ça, si avec vos 1 million, vous n'avez pas envie que votre pouvoir d'achat se fasse réduire comme ça, donc vous allez placer votre argent, vous allez l'investir, je sais pas où, n'importe où, dans les actions, dans des startups, etc. Et ça va simplement faire tourner l'économie. Ça va faire tourner l'économie et ça va faire, voilà, ça va faire tourner l'économie, ce qui est bénéfique pour un pays. Parce que le but d'un pays, c'est d'être en croissance. Bon, on voit vraiment les bases, mais c'est important quand même. Donc ça, c'est dans le cas où il y a 0% d'inflation par an, et ben vous n'allez pas être motivé pour placer cet argent, et vous allez simplement le garder dans votre coffre, et au final, bah, c'est de l'argent qui va être d'or, qui ne sert à rien, et qui ne va pas profiter à l'économie, au pays, et à l'échelle d'un pays, s'il y a 0% d'inflation par an, il y a clairement plus de croissance. Donc voilà pourquoi la target d'habitude c'est 2%, mais tellement on revient de loin, maintenant, en dessous de 3%, on est content. Bon, donc le seul moyen concret de battre l'inflation et de réduire l'inflation, c'est tout simplement d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est le job de la Banque centrale. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un soft landing et ne pas provoquer une récession. Peu importe, on s'en fout, c'est des détails un peu là, un peu. Mais le plus important, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça va faire un tightening, donc ça va réduire la quantité monétaire en circulation. Ok. Actuellement, on est à des taux d'intérêt qui sont énormissimes. On est, il me semble, autour des 5,5% à revérifier aux États-Unis, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Et on est passé, grâce à cette activité-là, on est passé d'une inflation qui était aux alentours des 7% à pas loin des 3%. Ok, mais si il y a un léger rebond, on n'est pas loin des 3%. Uniquement grâce à ça, ok? Parce que parfois je vois des responsables politiques qui disent pour l'inflation, il faut faire des trucs éco-friendly, ça n'a aucun sens. Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, ça n'a aucun rapport. Bon. Que dire? Voilà. Donc par exemple, et concrètement, bah ça évidemment tout le monde le sait, mais voilà, concrètement, lorsque vous voulez acheter votre maison, que vous ayez un taux d'intérêt à 5,5% ou un taux d'intérêt à 1%, c'est le jour et la nuit. Évidemment, je pense que le ratio sur un prêt à 25 ans, il doit pas être loin, les intérêts doivent pas être loin de, je sais pas, mais peut-être fois 3 fois 4. Donc vraiment, à 5,5%, tu n'achètes pas de maison, en gros, il y a 1%, c'est normal. Voilà.
Donc à 5,5%, tu payes beaucoup trop d'intérêt. En tout cas, certains ne le savent pas, mais une minorité des gens, mais quand même, il faut le savoir. Donc là, on est actuellement à 3%, pas loin de 30% d'inflation, donc pas loin de ce qu'on a toujours voulu être, avec 5,5% de taux d'intérêt. Ce qu'on appelle maintenant le point pivot, puisqu'à la base, on dit tout ça pour ça, hein, on dit qu'on attend le point pivot de la Fed, c'est le moment où la Fed, imaginons que là je dessine les taux d'intérêt, là on arrive à là on est, 5,5%, on est monté très vite, en réalité plus vite que ça. Le point pivot, c'est le point où la Fed commence à redescendre les taux d'intérêt pour relax l'économie, pour relancer l'économie. Lorsque ça arrive, on a l'impression d'argent. Pourquoi? Parce que les prêts que vous faites aux banques commerciales ou partout en fait, c'est de l'argent qui n'existe pas. Et lorsque vous, par exemple, si vous avez un prêt, l'argent que la banque vous a prêté n'existe pas, ne l'avez pas dans ses coffres. C'est de l'argent qui, grâce à vous ou à cause de vous, a été créé de rien et de nulle part. Donc, lorsqu'on est dans une période comme ça, où les taux d'intérêt baissent, il y a un afflux monétaire, il y a de l'inflow, encore une fois, toujours la même chose, et généralement, les marchés financiers aiment bien. Les marchés montent. Pourquoi? Parce que l'argent est créé, l'argent se fait imprimer, et l'argent arrive dans les marchés financiers. Il y a un parti aussi, si ça vous intéresse, après là je parle plus de crypto, donc en vrai je vais m'arrêter là, mais je vous encourage, si ça vous intéresse en tout cas, ça ne doit pas intéresser tout le monde, mais allez vous rechercher sur l'effet cantillon. C'est pour dire à quel point l'impression d'argent, pour comprendre à quel point l'impression d'argent n'est pas bénéfique de la même manière pour tout le monde. Et c'est évidemment, ce sont ceux qui ont des actifs, donc les riches, qui en profitent le plus. Pour devenir riche, il faut avoir des actifs. Voilà, donc ça, je vous encourage à aller vous renseigner, parce que là, en vrai, je diverge un peu et je suis vraiment plus sur l'économie que sur les cryptos. Donc, tout ça pour dire, en gros, le point pivot de la Fed, le marché l'attend en 2024, donc ça va être très bon signe pour les marchés financiers, la bourse, et pour les marchés crypto. C'est ce qu'on appelle les risk on. Ok, crypto. Ça, c'est ce qu'on appelle des risk on. Donc, pourquoi? Putain, mais je sais pas si je me perds ou si ça m'intéresse. Franchement, dites-moi dans les commentaires. Je serai pour le prochain dossier parce que je vois que je suis long. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que j'apprends des choses à des gens? Ou est-ce que j'embête tout le monde? Je ne sais pas. Donc ça, c'est du risk on. Et le risk off, c'est le dollar. Ok, c'est les obligations. Les obligations et le dollar. Hop, c'est pareil. Donc, en 2022, par exemple, les obligations de l'État, les obligations américaines avaient un excellent rendement. Parce que c'est là-dessus que la Fed va jouer pour augmenter les taux d'intérêt. Elle ne clique pas sur un bouton. En réalité, si un peu, mais il faut faire quand même concrètement, elle agit sur les obligations. Et donc, les investisseurs, s'ils obtenaient, par exemple, 5% sur les obligations américaines, c'est un très beau rendement, 5%. Et il y a peu de risques parce que tu paries sur les US. Donc, la chance que les US fassent faillite dans 5 ou 10 ans, en réalité, elle n'est pas énorme. Ok. Donc, lorsqu'il y a un bon rendement sur les obligations, les investisseurs mettent leur argent là-dessus, et c'est comme ça que la Fed régit un peu les qualités monétaires. A l'inverse, lorsque les obligations, hop, on enlève, mettent un rendement nul, donc je sais pas, X, truc de merde, et ben les investisseurs ne sont plus contents avec ce rendement-là, et ils vont commencer à aller chercher sur des risques des meilleurs rendements. Donc, d'abord sur la bourse, et ensuite, par exemple, aussi sur les cryptos. Ok. Et c'est là où on a une expansion de l'économie et l'argent qu'on imprime, quoi, tout simplement. Et donc dans ces périodes-là, c'est les actifs il faut être sur des actifs en fait. Voilà, faut juste avoir des actifs, de l'or, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Évidemment, nous on est sur les cryptos et c'est très bien comme ça. Je viens de supprimer quelque chose là. Ah oui. C'est tout simplement, on va y arriver. Notre 4, hop. C'est tout simplement notre dernier point, les élections US. Après tout ça, c'est clairement le moins important, je pense, mais ça peut toujours être pas mal. Je pense simplement qu'il va y avoir les élections US en 2024 et que les candidats, on a déjà entendu parler de ça, alors qu'on est assez loin, mais les candidats vont essayer d'aller chercher l'électorat des cryptos. Parce qu'en réalité, je pense qu'on ne se rend pas compte d'à quel point il est puissant, parce que les cryptos, ça, en gros, c'est les jeunes. C'est les gens qui ont 20, 30 ans. La majorité des gens qui ont des cinquantenaires, soixantenaires ne sont pas fans des cryptos, mais clairement, si on a un candidat qui est pro et un candidat qui est contre les cryptos, je pense clairement que les cryptos peuvent vraiment faire balancer la balance et qu'on commence à peser fortement, en tout cas aux US. Et je pense ils ont tous une carte à jouer là-dessus. Et forcément, ça va être la compétition à l'offre, parce que puisqu'ils ils vont tous vouloir faire la compétition là-dessus, il y en a un qui va dire, moi, je vais aider les cryptos un petit peu. L'autre, il va dire, moi, je vais aider plus que lui, donc beaucoup, machin, jusqu'à un escalier, jusqu'à arriver au moment où, au final, bah, le président qui va être élu, il va beaucoup aider les cryptos, il va être archi pour les cryptos, etc. Et donc ça va être super bénéfique, évidemment, pour nos portefeuilles.
Voilà en gros les 4 points les plus importants selon moi qui vont faire de ce prochain bull run le bull run, un bull run légendaire. Dites-moi s'il vous plaît, franchement ça m'intéresse, si c'était intéressant, si j'étais trop long sur la partie économie, partie Fed, etc. Si c'était inutile parce que tout le monde le savait, ça se trouve. Pareil au début pour les bull runs, ça se trouve tout le monde le savait, je ne sais pas. Du coup dites-moi. Maintenant on passe sur les deux petites catégories rapidement bonus. Vraiment, c'est les 4 plus importantes, c'est celles que je vous ai mises en haut. Là c'est vraiment juste histoire de parler. Mais en gros, c'est possible qu'on connaisse un super cycle de l'IA. Ah oui, alors attends. Vous voulez vous passer, hop. Par exemple, on a ici donc Donald Trump qui dit "He will never allow the creation". Donc il n'autorisera jamais la création d'une CBDC s'il est élu en 2024. Donc, par exemple, ça, c'est exactement ce que je venais de me dire sur les élections US, mais c'est un point qui, enfin, c'est dingue. C'est vraiment une déclaration d'amour à la crypto, il nous aide réellement et il est contre les blockchains et les cryptos des gouvernements et des banques centrales. Donc c'est carrément bien, c'est vraiment bien. Mais voilà donc un exemple concret de ce qui peut se passer. Et là, dites-vous, on est à un an, on est à, je sais pas, 8 mois, 10 mois, je sais pas combien, des élections US. Plus ça va se rapprocher, plus il y aura des statements et des déclarations d'amour comme ça envers les cryptos. Donc voilà concrètement, comme ça vous savez que je dis pas des paroles en l'air. Maintenant, une sorte de bonus un petit peu, qu'est-ce qui peut se passer pendant ce bull run-là? Moi je pense qu'il peut se passer ce qu'on appelle un super cycle, le super cycle dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y aura un moment, si ça se trouve, je me trompe, c'est peu même possible, et ça peut ne pas être maintenant, mais je pense qu'il y aura un moment où on connaîtra un monde avant l'IA et après l'IA. Avant IA et après IA. Et pareil pour les cryptos. Moi je pense, après il faut savoir que je suis biaisé parce que j'ai investi dans les cryptos, mais je pense que dans 20, 25, 30 ans, il y aura deux catégories de finances, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui auront su euh, investir sur les cryptos et il y aura ceux qui n'ont pas investi sur les cryptos. Comme en fait, c'est déjà arrivé. Euh, durant les 50 dernières années, bah, en fait, il y a ceux qui ont des apparts, ceux qui ont de l'immobilier et ceux qui sont laissés faire et qui n'ont pas d'immobilier. Et on voit clairement la différence parce que c'était la classe d'actifs, une classe d'actifs énormissime durant les 30 dernières années. Pareil pour la bourse et je pense que dans 30 ans, ce sera le cas. Il y aura ceux qui auront su profiter des cryptos qui seront, je pense, et je vous le souhaite, euh, financièrement très aisés. Et il y aura les autres qui, malheureusement, seront passés à côté de la révolution de notre génération. Donc il y aura ça, et je pense pareil pour l'IA, je pense que l'IA peut vraiment driver ce prochain bull run avec OpenAI qui a tout fracassé. On a eu quoi comme indice que ça peut se passer? On a eu OpenAI, je comprends pas ça, pourquoi ça me fait ça? On a eu OpenAI, ok, tout le monde connaît, ChatGPT, absolument exceptionnel, hein, OpenAI, et on a eu Nvidia, on a eu Microsoft qui performe bien, tout ça ce sont des... Donc ça c'est value. OpenAI est évalué à 90 milliards il me semble, Nvidia pareil ça fait x5, x6, c'est devenu une des entreprises les plus capitalisées au monde, donc c'est absolument énormissime, et tout ça c'est juste grâce à l'IA. Donc je pense que l'IA va être une des narratives les plus importantes de ce prochain bull run. On peut peut-être connaître un super cycle, donc de 1 on aura la poussée du bull run classique des cryptos, et en plus à ça on va lier la poussée de l'IA, ça peut faire des choses un peu exponentielles, on peut utiliser n'importe quel mot, mais voilà, ça peut monter quoi en gros. Et en gros, en termes d'investissement, ce qui nous importe, en tout cas c'est ce que je pense, voici la hiérarchie pour moi des investissements, c'est si on arrive à lier crypto et IA, c'est la meilleure classe d'actifs pour les 2 prochaines années selon moi, qui est supérieure à seulement de la crypto. Si vous achetez une layer 1, pour moi, en achetant là-dedans, vous avez plus de chances de superformer. La crypto elle-même superforme les actions, parce que bull run, bull market, ça arrive, etc. C'est moins capitalisé, il y aura des meilleurs rendements à la hausse. Les actions surperforment les obligations, classiques comme d'habitude, et les obligations surperforment le cash, qui est la pire forme, qui n'est même pas un actif en fait. Enfin, bof. Du coup, voilà. Évidemment, petit disclaimer, tout ce que je dis dans cette vidéo, j'ai peut-être dû le dire au début, mais c'est embêtant. Mais n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste moi qui dessine sur un tableau. Voilà, faites vos recherches. Si vous êtes débutant, j'espère que ça vous a aidé. Je pense franchement, moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo assez complète en une demi-heure. Je pense l'avoir faite. Et voilà, évidemment, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez pouvoir me rectifier sur quelque chose. Avec grand plaisir, on échange. Continuons, ou finissons plutôt, c'est la dernière partie, hein. Ce qui peut s'arriver pendant le prochain bull run, évidemment, ce ne sont que des suppositions, mais ce sont tout simplement les événements qui sont imprévisibles. Dans le dernier bull run, on a eu Tesla, ça a marqué le top, donc peut-être qu'au prochain bull run, ça marquera aussi le top, mais Tesla qui, je pense, reviendra parce que elle a accepté le Bitcoin en termes de moyens de paiement, donc il faut se rendre compte de la dinguerie que c'était, mais elle a arrêté puisque le Bitcoin apparemment polluait trop, etc. Depuis, elle a fixé une limite, il fallait que 50% de l'énergie dépensée pour le Proof of Work du Bitcoin soit éco-friendly, ce qui n'était pas
ce qui n'était pas le cas avant et ce qui est le cas maintenant. Donc il y a un monde où Tesla pendant le bull run revient sur le marché et réaccepte le Bitcoin. Ça peut être un événement évidemment bullish. Peut-être Apple, qui sait. Et c'est des événements, comme je dis, imprévisibles. Je pense qu'il va se passer des choses. Ouais, parce qu'aussi sur l'Apple, il y avait des Easter eggs. Donc il y avait un dossier avec le white paper du Bitcoin dans tous les MacBooks vendus. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais bon. Je dis Apple comme, en gros, pour dire un événement imprévisible pour une société qui va devenir fan du Bitcoin. C'est possible pendant le bull run, et même, selon moi, c'est probable. Chose un peu moins probable, mais toutefois possible. Ce sont simplement des nouveaux pays, comme le Salvador. Simplement. Je pense que on est passé du Salvador. C'était les premiers à passer le cap. C'est un pari très risqué. Et en fait, personne ne veut être le premier, mais personne ne veut être le dernier non plus. Donc maintenant, lui, il a réussi. Ok. Lui, il a réussi et tout le monde va voir pendant le bull run où il va être en plus-value de dingue. Donc maintenant, les pays, on va dire, c'est vrai de dire ça, j'allais classer les pays comme les exchanges, mais les pays plus développés que le Salvador, mais pas non plus les pays les plus développés au monde, l'Argentine, le Brésil, les BRICS, voilà, peut-être qu'eux, ils vont voir ça et ils vont se dire, par exemple, l'Argentine, c'est très possible, hein, bon, nous aussi, on va adopter le Bitcoin, on va accepter le Bitcoin comme monnaie légale, et le Brésil, et machin, et pourquoi pas. Et ou par exemple aussi, ce qui peut nous arriver, c'est un nouveau micro-stratégie, un nouveau gestionnaire de fonds, un nouveau milliardaire, quelqu'un qui va vraiment porter le Bitcoin vers le haut, et qui va investir tout ce qu'il a dedans, parce que c'est clairement ce qu'il fait. Écoutez, voilà pour cette vidéo qui me semble plutôt complète, hein, j'ai fait 35 minutes, je pense que c'est pas mal, j'ai essayé d'être concis quand même possible, en étant quand même un peu clair, donc j'espère que vous en tirez de la valeur, c'est le but, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse réellement, si j'ai réussi mon pari ou pas, et si vous voulez d'autres détails, d'autres explications, je vous mets mon canal Telegram, on est 5-6 je crois il me semble, dedans, vous pouvez poser des questions, on discute, c'est sympa, et voilà, je vous laisse sur les deux graphiques, à quel point ils sont semblables. Je vous dis merci pour votre attention, je vous dis à demain pour les news, et ciao ciao.